Il y a un certain nombre d'animations. Je vous invite à aller voir, justement, on en parlait, hein, des associations qui sont là pour parler de tout ce qui est la préservation de la ressource, aussi au niveau international, sur tout ce qui est les projets internationaux de solidarité. Nous, aujourd'hui, justement, on s'est dit, tiens, si on parle des métiers et tout ce qui est en lien avec les métiers de l'eau. Alors, qui mieux peut parler de la ressource eau et eau potable, si ce n'est Eau-du-Ponant. Mais donc Eau-du-Ponant est là, les différentes personnes vont se présenter pour vous parler un peu de comment ça marche. Alors l'idée c'est aussi de comprendre comment l'eau arrive jusqu'à notre robinet. Alors c'est peut-être évident pour vous, dans quel cas ça fera que rafraîchir les informations. On va présenter un peu la structure, on va parler, les personnes vont aussi parler de ce qu'elles font, et puis en fait l'idée c'est de faire du lien en fait, avec ce qui se passe au territoire et les métiers. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, Anne-Marie Desriens, je suis secrétaire générale à Eau-du-Ponant. Donc, je supervise l'ensemble des fonctions qu'on appelle ressources ou supports dans l'entreprise. Et donc, je supervise la partie RH, j'assure également les fonctions de directrice des ressources humaines, la fonction achat, finance, logistique, la fonction contrat, affaires juridiques et les systèmes d'information. Voilà, je suis la numéro 2 dans l'entreprise avec le directeur qui s'appelle Marc Dufresne. Les premiers mots, c'est peut-être autour de la notion de société publique locale, puisque Eau-du-Ponant a une spécificité, c'est que c'est une société publique locale qui a dans son conseil d'administration uniquement des collectivités et des élus. Donc c'est vraiment la notion du public, de lien avec l'intérêt général, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans l'entreprise locale parce qu'elle intervient sur le territoire. Donc tous les membres du conseil d'administration sont des élus qui ont pris des actions au sein d'Eau-du-Ponant. Et l'autre caractéristique d'Eau-du-Ponant, c'est qu'on n'est pas là pour faire des bénéfices, pour distribuer des dividendes aux actionnaires, mais bien pour réinvestir. Tous les résultats de l'entreprise sont réinvestis dans les opérations de renouvellement de canalisation. Elles vous en parleront peut-être Aurore et Fabienne, mais également sur des restructurations de gros projets comme l'usine de Pont-Arblay qui est située sur le territoire de Landerneau. Donc c'est vraiment une caractéristique spécifique et qui correspond à une volonté politique sur le territoire de construire quelque chose ensemble au service de la population sur le territoire de la métropole dans un premier temps, mais également plus loin. Donc qu'est-ce qu'on y fait au niveau de l'entreprise? C'est axé sur le cycle de l'eau, donc il y a des professionnels qui peuvent vous en parler beaucoup mieux que moi du cycle de l'eau. Donc on travaille sur l'eau potable, le renouvellement des canalisations, des usines de production. C'est également, quand vous ouvrez votre robinet, voilà, vous avez de l'eau potable, c'est un peu grâce à nous, pas que, mais un petit peu grâce à nous. Également sur tout ce qui est eau usée, donc tout ce qui est assainissement collectif et non collectif. L'assainissement collectif, c'est sur la ville de Brest, sur le territoire plutôt urbanisé. L'assainissement non collectif, vous allez le retrouver plutôt sur des zones plus, je dirais plus rurales, parce que le réseau n'existe pas. Et il y a également la notion d'eau pluviale. Et en ce domaine annexe, on s'occupe également de tout ce qui est sécurité incendie, toutes les bornes d'incendie que vous pouvez voir sur le territoire, entretenues par Eau-du-Ponant. Donc aujourd'hui, on intervient sur le territoire du Finistère, mais plutôt Nord Finistère, même si on intervient sur certaines communes ou communautés qui ont pris des actions au sein de l'Eau-du-Ponant sur un territoire un petit peu plus large. Pour exemple, le conseil départemental, par exemple, détient une action au sein d'Eau-du-Ponant. Donc on est susceptible d'intervenir sur l'ensemble du territoire du Finistère à la demande du conseil départemental. Les contrats de délégation, puisque ce sont des délégations de services publics, Brest Métropole, c'est ce qui est à l'origine de la création de la SPL, donc à la fois dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Et depuis le 1er janvier 2019, donc c'est tout récent, la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, également pour l'eau potable et l'assainissement.
Et on intervient également sur le Pays d'Iroise communauté. Je pourrais vous donner une liste un peu à la Prévert des communes qui ont pris 1, 2 actions parce qu'ils souhaitaient soit pouvoir disposer des compétences d'ingénierie qui vont vous être présentées tout à l'heure, soit disposer aussi d'actions un peu spécifiques, soit dans le domaine de l'assainissement, soit dans le domaine du renouvellement des réseaux ou des canalisations et de la compétence de certains personnels que l'on peut avoir, par exemple dans le cadre de la recherche de fuite. On peut appeler, qu'on trouve dans d'autres métiers, des personnes qu'on appelle les oreilles d'or. On peut poursuivre. Donc quelques chiffres dans le domaine de l'eau potable. C'est plus parlant quand on voit les chiffres. 2819 km de réseaux d'eau potable qui sont gérés par Eau du Ponant. Donc, si vous faites Paris-Nice en aller-retour, Brest-Nice, pardon, j'ai tendance à dire Paris, mais Brest-Nice en aller-retour, voilà ce à quoi correspondent les réseaux d'eau potable. 100 000 abonnés, ce qui fait une population d'à peu près 300 000 usagers qui sont desservis sur le territoire d'Eau du Ponant. Donc ça fait 1/3 de la population du Finistère, ce qui est quand même pas neutre. Et 11 millions de mètres cubes qui ont été mis en distribution. Ça c'est pour l'eau potable. Et puis ce qui va ensuite avec l'assainissement, où on a 1706 km de réseaux de collecte qui sont gérés. Donc là, c'est plus Brest-Nice, c'est Brest-Marseille, mais juste aller. 10 869 abonnés dans le cadre du SPANC. Le SPANC, c'est quoi? C'est l'assainissement individuel. C'est la partie non collective pour les personnes. Et 18 millions de mètres cubes d'effluents qui sont collectés et donc traités. Alors, on va vous présenter un certain nombre de métiers, de missions, de compétences attendues, de profils recherchés. Aujourd'hui, Eau du Ponant est dans une phase de développement, à la fois développement de territoire, parce que je vous l'ai dit, on a intégré la CCPLD au 1er janvier. On développe de plus en plus de réponses à des collectivités qui souhaitent disposer, qui ne disposent pas en interne d'ingénierie, mais qui souhaitent pouvoir faire appel aux compétences techniques qui existent au sein d'Eau du Ponant. Et donc, on a régulièrement des annonces de plus en plus, qui vont passer dans la presse, sur les réseaux, sur notre site, sur les sites sur lesquels on peut trouver des candidatures susceptibles de nous intéresser. Pour vous donner un exemple, mais parce qu'on a aussi intégré des personnels, on est passé de 136 personnes à 160 personnes au 1er janvier, entre le 31 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, on a intégré un peu plus de 25 personnes. Et on a un certain nombre de procédures de recrutement qui vont être lancées, mais là je vais laisser Gaëtan vous présenter les types de métiers qui peuvent exister dans notre structure. On a à la fois des métiers techniques, mais aussi quelques métiers administratifs, des métiers d'études, et puis avec des spécificités un peu particulières. Un métier typique, c'est les métiers d'opérateurs. Chez nous, les opérateurs, ça peut être des opérateurs donc, soit focalisés sur la partie eau potable, soit assainissement. En fait, ce sont des agents qui travaillent quasi exclusivement sur le terrain et qui sont en charge de la maintenance, des travaux sur les réseaux, sur le potable aussi. Alors, par exemple, là on a cité le nom de l'opérateur potable. Chez nous, on fait une distinction entre les personnes qui sont sur les réseaux, plus sur la partie exploitation, diagnostic réseau, et les autres types d'opérateurs qui travaillent vraiment, qui sont sur des missions de type finalement VTT. Donc là, vous avez un exemple typiquement de ce qui peut être réalisé. Donc là, il s'agit probablement d'une opération de renouvellement ou de réparation de réseau. Il s'agit de travailler sur la voirie en utilisant des engins de chantier, de procéder à des remplacements de canalisations si besoin, de remblayer les travaux, faire en sorte que les agréments soient minimes pour les usagers et
pour les personnes qui reprennent la République. Voilà, tout ça, c'est des métiers qui sont classiques en fait, du BTP. On a également ici, comme notre ami Thomas, des postes un peu plus spécifiques. Alors là, ce que Thomas est en train de faire, c'est visiblement de faire une recherche de fuite. C'est-à-dire que tous les matins, en fait, on a des personnes qui analysent les bilans et les flux qui ont été analysés pendant la nuit. Et dès qu'il y a suspicion de fuite, on dépêche des agents sur le terrain qui, avec du matériel spécifique, essaient d'identifier pourquoi il y a la fuite et si besoin, ensuite déclenche l'intervention. On a également un autre type de métier qu'on appelle chez nous les conseillers de terrain. Alors, les conseillers de terrain, ce sont des collaborateurs qui se déplacent chez les usagers. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très très spécifiques au secteur de l'eau et de l'assainissement et entre notre entreprise. Est-ce que vous appelez les oreilles d'or? Oui. C'est ça. Tout le monde n'entend pas les fuites, je pense. Surtout quand il y a du bitume, de la circulation, de la nuit, Ouais. du bruit à voiture. Et donc ça, c'est un métier qu'on apprend comment on devient oreille d'or? L'expérience. À l'expérience. C'est ça. Ouais. C'est les personnes qui sont formées en fait dans l'entreprise. Oui. Oui, voilà. Alors pour la partie BTP, bon, c'est des formations classiques BTP, il n'y a pas de. Voilà. Pour ce type de métier, effectivement, on n'a pas de formation qui amène ce type de choses, c'est vraiment la formation interne. Voilà, on forme nos gens pour exercer ces métiers, sachant que une des qualités nécessaires pour exercer ce métier, c'est la connaissance aussi du réseau. Et ça s'acquiert que en travaillant en étant sur le terrain. Voilà. Il y a peut-être quelques formations autour des métiers de l'eau, il y a des BTS métiers de l'eau qui existent, qui peuvent aider peut-être à arriver déjà avec une connaissance technique pour ensuite être encore plus performant sur le terrain. Et former, mais rien ne vaut aussi l'appui des plus anciens qui peuvent transmettre des compétences. Sachant que ce sont des métiers qui mêlent le terrain, qui mêlent aussi des aspects plus techniques et qui peuvent après être un début pour poursuivre un métier de type plus technicien, c'est une bonne porte d'entrée. Soit pour faire des travaux de type petite plomberie, soit pour faire par exemple de la relève d'index sur les compteurs, ou éventuellement faire des contrôles en assainissement. Vraiment, c'est pas seulement l'eau du robinet, c'est également un certain nombre de travaux sur la partie assainissement et de la partie environnement. On s'assure vraiment que les installations soient conformes, par exemple à l'occasion de transactions immobilières, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est encore un métier qui est très spécifique à l'entreprise. Donc on cherche pour ce type de métier, on des profils par exemple de personnes qui ont des qualifications en plomberie. Ça, c'est des profils qu'on apprécie. On a également la partie tout ce qui touche à la partie ingénierie et technicien sur les bureaux d'études. Moi, je ne me retire pas trop, je laisserai Fabienne et Laurent en parler bien mieux que moi. Je précise également qu'on a d'autres types de métiers en dehors de ce que je viens de citer. Nathalie, tu parlais des personnes qui sont en contact avec la clientèle. On a notamment un métier qui est assez spécifique, qu'on appelle chez nous les conseillers. Alors, si un jour vous avez besoin de contacter du Conan, vous allez forcément tomber sur quelqu'un au téléphone, ce sera souvent un de nos conseillers. Alors, ce n'est pas des conseillers qui travaillent en centre d'appel comme on peut avoir dans d'autres types d'activités. C'est des personnes qui sont vraiment qui ont une connaissance très fine et très pointue de tous les process de l'entreprise et qui sont capables soit de vous aiguiller, soit de vous conseiller sur peu importe votre besoin, votre thématique, ou de vous orienter vers la bonne personne au sein de l'entreprise. Ça demande vraiment des connaissances précises, c'est des métiers où le temps de formation interne est conséquent et des métiers aussi qui sont vraiment qualifiés, mais là plus orientés tertiaires. Est-ce qu'on peut juste repréciser, parce qu'il y a un certain nombre de métiers, là, au Duponant, vous travaillez par moment, enfin, il y a des moments où l'eau, elle fuit même le week-end, Oui. et même la nuit. Et donc si, par exemple, il y a une casse de canalisation au centre-ville un samedi soir, on envoie une équipe sur place pour que la casse soit traitée dans les meilleurs délais et que tout le monde puisse avoir de l'eau, parce que généralement c'est de l'eau potable, et qu'il n'y ait pas d'impact pour le public.
Donc ça fait partie aussi des aspects, un peu dynamisants en fait ce type de métier, c'est que il y a de l'urgence, à un moment il faut être efficace, il faut y aller, et puis voilà. Enfin, c'est surtout quand il y a une casse qui n'est pas forcément identifiée, ce qui peut arriver. On peut avoir une perte à un moment, mais sans avoir visiblement de geyser qui sort du sol. Donc il y a une contrainte de temps, voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique et effectivement c'est une particularité de ces métiers. Peut-être une petite précision aussi, ce sont des métiers qui sont quasi exclusivement masculins. Il pourrait y avoir aussi des femmes, nous on n'est pas du tout opposés à avoir des candidatures féminines sur ces métiers où c'est 100% d'hommes dans les services, les opérateurs. On n'a pas d'opératrices, on a que des opérateurs. Alors que par exemple, la plateforme d'accueil, au plateau, ce qu'on appelle nous le plateau, donc tout ce qui est accueil des usagers, on a à la fois des hommes et des femmes qui sont sur ces métiers. Donc c'est vrai que sur ces métiers qui sont pourtant, j'en ai parlé avec beaucoup de passion, j'ai trouvé, clairement, on n'a pas de femmes. Et c'est pour ça qu'on a proposé que dans les personnes qui viennent témoigner, ce soit 2 femmes qui viennent témoigner justement de leur travail au sein de l'entreprise, pour dire que oui, effectivement, mesdames, vous aussi, vous pouvez travailler dans un métier où on parle assainissement, où on parle traitement, où on parle tout le métier technique. Les métiers techniques, complètement. J'ai toujours été intéressée en fait par tout ce qui était environnement. C'est des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Quand on travaillait sur des projets à l'école, j'ai toujours été orientée vers des sujets autour de l'eau. Je me souviens au lycée avoir fait un projet sur l'eau potable, quel était l'impact de l'eau potable et les risques sanitaires qu'il pouvait y avoir, pourquoi on utilisait de la javel ou pas, c'était des questions que je me posais. Donc j'étais plutôt orientée physique-chimie au moment du lycée, donc moi j'ai fait une classe préparatoire physique-chimie. J'ai à nouveau travaillé un peu sur des projets autour de l'eau, du coup c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée, je me suis dit que c'était une école dans l'eau que je voulais faire après ma classe préparatoire. Et donc j'ai intégré l'école d'ingénieur de Limoges dans la spécialité eau et environnement. C'est une formation qui est d'ingénieur généraliste avec une thématique eau et environnement. Donc à la fois le traitement de l'eau, le traitement des déchets, le traitement de l'air, le développement durable. Et donc on a besoin d'avoir une ouverture assez large des sujets et pas de centrer sur une thématique. Et donc ça permet de s'adapter par rapport aux différents projets qu'on peut avoir. Donc pendant mes stages, j'avais fait un premier stage à l'usine de production d'eau potable de Rennes au niveau du laboratoire, où je faisais des analyses d'eau sur la chaîne de traitement pour pouvoir. Je donnais ensuite les résultats aux opérateurs d'exploitation qui, eux, faisaient les ajustements des réglages pour produire de l'eau de qualité en permanence. Ça permettait, au niveau des différentes étapes de production, de s'assurer que la qualité correspondait à ce qu'on attendait, s'il fallait changer les injections réactifs, réduire la vitesse de passage sur les ouvrages pour avoir une meilleure qualité, ou si l'eau est de très bonne qualité, pour produire un peu plus vite et pouvoir adapter. Du coup, ça m'a permis de voir un peu ce premier stage, ça m'a vraiment donné la vision de l'exploitation, de se rendre compte ce que c'est qu'un ouvrage d'eau, parce que quand on est à l'école, on apprend beaucoup de théories. C'est vrai que la formation elle est assez diverse. On fait de la microbiologie, de l'hydraulique, de la mécanique des fluides, de l'électrotech, de l'automatisme. C'est vraiment varié. On voit vraiment l'intérêt de toutes ces thématiques par rapport au métier, qui est vraiment pluridisciplinaire. Ensuite, j'avais fait un stage en République tchèque dans un laboratoire qui analysait la pollution des sols. Un laboratoire de géologie. Et donc, on pouvait voir un peu l'interaction de la pluie en fait, avec l'acidification des pluies et voir l'impact en fait, sur les métaux qui pouvaient se diffuser dans le sol par rapport à l'acidification des pluies. Et voir un peu la pollution que ça pouvait générer. En parallèle de ça, j'avais fait un semestre à l'étranger en Suède pour voir un peu quelles étaient
Il y avait toute une partie sur la renaturalisation des cours d'eau, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui sont, aujourd'hui, les villes sont construites à côté des cours d'eau, donc on a tendance à les canaliser, à les maîtriser pour pouvoir avoir l'activité humaine à proximité, qui sont aussi des sources. Les cours d'eau permettent un développement économique des communes avec des échanges fluviaux. Et du coup, on a tendance à vouloir concentrer l'eau, qui est un élément naturel, et qui, quand on voit une rivière, on voit simplement une toute partie de la rivière, et en fait, son bassin versant est beaucoup plus large. Et donc, quand on est en phase de crue, il prend simplement son espace naturel. Donc, aujourd'hui, on a toutes les problématiques d'inondation qu'il peut y avoir, parce que l'humain est venu, en fait, dans la zone naturelle du cours d'eau, et donc, du coup, on est un conflit entre la nature et l'activité humaine. Et donc, du coup, en fait, on a fait toute une thématique sur la renaturalisation des cours d'eau, comment les remettre plus naturels, enlever le béton qui a pu être mis dedans pour les canaliser, et puis les laisser la rivière reprendre en fait ses espaces et se réadapter en fait à son milieu, tout en adaptant aussi pour la circulation des poissons et tout l'environnement avec différentes végétations qu'on pouvait mettre sur les bords de rivière pour maintenir les terrains et qu'on n'ait pas les phénomènes d'érosion liés à la crue des rivières. Il y a puis aussi des thématiques de réutilisation d'eau dans des endroits où il y a peu de ressources, de pouvoir retraiter cette eau, de pouvoir les réutiliser. Donc, par exemple, reprendre les eaux en station d'épuration, les retraiter davantage pour pouvoir les réutiliser pour d'autres usages comme de l'arrosage ou des choses qui n'ont pas besoin d'avoir une qualité aussi stricte que la qualité de l'eau potable. Voilà. Donc, suite à ça, j'avais fait mon dernier stage dans un bureau d'études privé, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'ingénierie de l'eau était assez longtemps publique avec la DBA, la DBE, qui dans les années 2010 à peu près, ça s'est privatisé. Et donc, il y avait déjà des bureaux d'études privés qui existaient. Et donc, j'avais fait un stage dans ce type de structure et c'était très intéressant. On voyait l'impact des effluents, des rejets des industriels sur le réseau de collecte de la commune. Et l'objectif, c'était de voir quel polluants on allait pouvoir retrouver dans les boues de stations d'épuration qui avaient pour objectif de partir en valorisation agricole. Comme les boues, c'est le dernier, on fait des pollutions, on ne fait pas disparaître la pollution, ça n'existe pas, fait que déplacer et concentrer la pollution dans les deux déchets. Et donc sur une station d'épuration, ça va être dans les boues qu'on va retrouver les différents métaux, les micropolluants. Et donc l'objectif, c'était d'identifier un peu quels étaient les éléments qu'on allait pouvoir retrouver et savoir si c'était compatible en termes de concentration qu'on allait pouvoir retrouver dans les boues avec une valorisation agricole, comme ils avaient envisagé de le faire. Voilà, ça permettait de découvrir un peu comment fonctionnaient tous les industriels, d'identifier ceux qui étaient sources de pollution. C'était beaucoup de contact avec les industriels, les visites de leur site, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils utilisaient l'eau, savoir qu'est-ce qu'ils mettaient dans l'eau au niveau de leur activité, et puis essayer d'identifier ce qu'on aurait pu retrouver après dans les égouts. Et après, on faisait des campagnes de mesures. On allait dans leurs égouts, on mettait en place des mesures de débit qu'on installait directement dans le réseau, et puis on mettait les préleveurs, et ensuite on envoyait les échantillons au laboratoire qui nous faisaient toute une série d'analyses, et puis ça nous permettait de définir quel industriel pouvait générer une pollution trop importante, quel industriel avait une pollution classique, comparable à un usager domestique. Et ensuite, donc, sur les industriels les plus polluants, on pouvait les aider à définir des pré-traitements à mettre en place chez eux pour qu'ils traitent la pollution à la source et ne pas impacter le réseau collectif, parce que la voie de valorisation de la commune, c'était la voie d'épandage agricole. Et donc, il ne fallait pas que les boues puissent être impactées par les industriels qui auraient envoyé des éléments qui étaient non désirés. Donc c'était assez intéressant à faire.
En parallèle de ça, dans ce bureau d'études, il y avait toute une activité de diagnostic réseau. Donc, le technicien, il allait dans les égouts faire des mesures de débit. En préalable, il faisait des contrôles de conformité pour savoir si les gouttières et les rejets assainissement des maisons individuelles ou des immeubles étaient raccordés sur les bons réseaux. Pour ensuite définir quels étaient les réseaux et pouvoir ensuite donner les données pour la modélisation, comme fait Aurore chez nous. Et après, pouvoir faire des préconisations de travaux pour améliorer le système. Et après, il y avait donc une autre activité qui était la maîtrise de réseau, qui est une activité que je pratique aujourd'hui à Haut-du-Penon. Avant d'y arriver, j'ai travaillé aussi chez un constructeur où je concevais des stations de traitement d'eau pour des communes, pour des petites communes, c'était des stations assez compactes. Donc avec par exemple c'était majoritairement des eaux de forage. On prenait l'eau en profondeur, à peu près 80 mètres sous terre, et donc on envoyait ça sur une petite filière compacte. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais la conception en fonction de la qualité de l'eau. Je définissais quel process il fallait mettre en place pour traiter. Et après, je regardais tous les équipements achetés, je faisais le budget de la construction, je regardais combien de temps les collègues allaient mettre à faire le montage. Je faisais les mémoires techniques pour décrire à la client qu'est-ce qu'il avait besoin d'investir. Je faisais les chiffrages pour savoir combien ça allait coûter. Et après, une fois qu'on avait les affaires, je préparais toutes les commandes auprès des fournisseurs des équipements. Et après, je voyais avec les techniciens monteurs, je les aidais à faire le montage, je leur montrais les plans qu'on avait conçus, comment il fallait monter les choses pour que, par exemple, le capteur soit dans de bonnes conditions pour faire les bonnes mesures. Voilà. Et après, on faisait le montage sur site. Et puis après, moi j'intervenais sur place pour aider à faire la mise en route, mettre en route les appareils, faire les réglages, réajuster les paramètres pour avoir un bon fonctionnement et que l'installation fonctionne correctement. Après, on pouvait faire des analyses derrière pour contrôler sur le terrain et puis on avait des analyses de laboratoire. Donc je faisais ça à la fois pour des petites collectivités et puis beaucoup pour des industriels, beaucoup d'industriels agroalimentaires. Donc à la fois sur la production d'eau, qui était soit de l'eau potable, soit de l'eau process. C'est de l'eau qui pouvait être utilisée par exemple pour laver des unités de production, ou des choses comme ça. Puis après derrière, on pouvait aussi faire la partie assainissement, pour récupérer les effluents, et on faisait beaucoup pour l'industrie agroalimentaire, beaucoup de dégraissage, pré-traitement, avant rejet le réseau collectif. Certains industriels ont aussi des stations d'épuration propres, qui rejettent directement au milieu naturel, selon les conventions de rejet qu'ils peuvent avoir et puis les autorisations qu'ils ont. Voilà. Et donc, c'est vrai que suite à ça, moi j'avais plus envie de me recentrer sur la partie service public, apporter de l'eau à l'usager, qui est quand même l'objectif premier du type d'études en fait, qu'on fait quand on choisit le domaine de l'eau. Et puis, le fait de gérer un patrimoine, de se dire qu'on a décidé de faire des travaux pour rendre un service à la fois aujourd'hui, mais aussi pour dans 20 ans, et puis de faire des choix techniques qui nous permettent de nous assurer qu'on dépense l'argent à bon escient, qu'on ne surinvestit pas dans des technologies gadgets qui sont jolies, mais derrière qui sont difficiles à exploiter ou qui satisfassent pas forcément, qui soient qui répondent pas juste aux besoins, mais qui sont complètement surfaits. L'objectif, c'est de trouver le bon compromis entre le coût d'un projet et puis le besoin. Parce qu'avant, quand j'étais chez un constructeur, des fois, on construisait des stations, on faisait tout automatique, et puis une fois qu'on avait fait la formation avec l'opérateur de la commune, il nous disait ça marche tout seul, hein, il n'était pas très serein, et donc on se dit qu'on répondait pas forcément en fait, à ce qu'il attendait, ce qu'il était capable de maintenir, et il faut que les personnes qui se font en charge derrière des machines, elles soient capables de les utiliser, de les faire tourner, parce que sinon l'outil ne sert pas, quoi. Donc c'est vrai que là, en ayant en plus les exploitants avec nous, on a vraiment toutes les clés pour pouvoir faire des projets qui soient bien, qui soient en adéquation avec nos valeurs, c'est vraiment intéressant.
Au niveau du bureau d'études, donc on a divers pôles d'activité. On a la partie gestion patrimoniale. On va travailler aussi sur toute la partie inventaire des équipements, recenser les équipements, aller sur le terrain, prendre les caractéristiques des équipements, remonter les données dans la base de données, tenir à jour les données, à la fois sur les installations, sur les réseaux, parce que du coup après ça sert à tous les projets. Sur les réseaux, ça nous sert à faire la modélisation. Sur les installations, ça nous sert à pouvoir faire des nouveaux projets de réhabilitation, construction d'installations neuves. Derrière, toutes ces données, elles sont analysées, on fait un diagnostic de fonctionnement des sites et on regarde quels travaux on a besoin de faire et ça va nous aboutir à un programme pluriannuel qu'on appelle, en fait, toute cette démarche, on l'appelle schéma directeur, qui permet de faire un état des lieux de l'outil, son état, son fonctionnement, nos besoins et nos besoins à long terme. Et donc, du coup, on définit également avec la politique de maintenance qu'on met en place, sur quelle période on va devoir renouveler des équipements, des pompes, des vannes, pour anticiper et maintenir en état notre outil de production. Derrière, une fois qu'on a établi ce programme de maintenance, on a donc, par rapport à la partie SIG, réseau, on a un outil qui s'appelle le SIG, c'est un système informatique géographique qui recense en fait toutes les canalisations dans un logiciel et qui nous permet en fait d'avoir tout l'inventaire de nos réseaux, de connaître la nature, le diamètre, où est-ce qu'elle est positionnée. Ça sert à tout le monde dans l'entreprise. Quand il y a une casse sur le réseau, l'opérateur réseau, il prend l'outil cartographique et puis il regarde dessus, il a toutes les informations pour pouvoir préparer son chantier. Il sait que la canalisation elle est en fonte, il va prendre les raccords qui sont adaptés à ce type de matériaux pour pouvoir faire son intervention quand il y a la casse. Voilà. Après derrière, donc, on a toute la partie mise en œuvre d'un programme d'investissement. Donc on a une partie des chargés d'affaires qui sont plutôt orientés réseau. On va trouver des techniciens, des ingénieurs. Et donc eux s'occupent de renouveler le réseau et des projets d'extension de réseau. Donc si par exemple il y a un mot qui était en assainissement collectif, qui était là par exemple depuis 30, 40, 50 ans. Depuis, l'urbanisation a complètement évolué et aujourd'hui ils sont au milieu des lotissements. Et donc il y a de l'assainissement collectif qui a accompagné le développement des lotissements. Et donc ce petit territoire qui est en assainissement individuel, on peut se poser la question de les raccorder au réseau parce qu'ils sont plus si éloignés que ça et le coût d'investissement pour venir les raccorder il est assez accessible en fait, il n'est pas exorbitant et donc ça permet de rendre même ça peut coûter moins cher que nous on les raccorde plutôt que sur le long terme eux renouvellent leurs installations. Ce qui fait qu'on a un service finalement qui est plus optimisé en fait. Et donc on a une autre partie des chargés d'affaires qui s'occupe de gérer le patrimoine des installations. Donc on voyait tout à l'heure la photo sur le réservoir du petit Paris. Donc on travaille à la fois sur du process, sur de l'entretien de bâtiments, sur l'aménagement des sites avec des espaces verts, des clôtures. On maintient tout le site en fait en état et donc c'est plein de métiers en fait, plein de compétences techniques de tout ce qu'il peut y avoir dans un bâtiment en fait et puis sur tout ce qu'il peut y avoir sur une installation industrielle. Moi, je suis un enfant de la campagne et j'ai toujours trouvé ça assez intéressant de me promener dehors, de regarder les arbres et de mettre les pieds dans un buisson. Donc, je me suis retrouvée à faire un DUT à la base, après mon bac, dans une filière environnement. Donc là, c'était toujours la même logique. On était plus souvent sur le terrain qu'à l'école. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai découvert des métiers en rapport avec l'énergie renouvelable, en rapport avec l'eau, fatalement, des cours de météorologie, tout un tas de métiers différents de l'environnement. Et la première année d'IUT, j'ai fait mon stage, j'ai choisi l'assainissement. Donc, qu'on se le dise, l'assainissement, ça me Mais
Donc je faisais le travail de technicien. Donc j'allais avec mon collègue dans un camion. On allait sur les stations d'épuration, on nettoyait des décailleurs. C'est une expérience. On faisait des analyses, on faisait tout un tas de métiers en fait qu'on retrouve au Liban. Et des métiers qui sont très clairement accessibles à tout un chacun. Ce technicien qui était avec moi, il avait jamais fait d'école particulière. Il avait simplement envie de travailler, il avait une petite conscience environnementale parce que c'est quand même la base de nos métiers, et je pense que c'est pour ça qu'il est à la base. Et il était un peu démerdé. Donc, avec ces trois qualités, il a fait un entretien d'embauche, il a été embauché. Et après, avec des collègues un peu plus jeunes, des collègues un peu plus âgés, il a fini par être tout à fait performant dans son poste. Et à être en mesure de redonner en fait son savoir à quelqu'un comme moi qui est en stage avec lui. Donc cette première expérience, je l'ai trouvée vraiment enrichissante pour moi. Et du coup, au cours de ma deuxième année d'IUT, ça a finalisé mon choix de faire des études dans le groupe. À l'IUT, j'étais plutôt bonne élève et j'ai eu l'opportunité de pouvoir enchaîner avec une école d'ingénieur. Donc, l'école d'ingénieur intitulée Sciences et Technologies de l'eau. Donc, tout était dit. Donc, j'ai réussi à finir cette école en ayant la chance de faire ma dernière année en alternance à Audubon. Donc en fait, en école d'ingénieur, on devient beaucoup moins factuel et beaucoup plus cérébral. Donc le cerveau étant passé en mode turbine, parce que mon école d'ingénieur, il faut quand même y aller un peu. J'ai intégré au développement et ma mission, c'était de réaliser un modèle mathématique pour représenter un réseau d'assainissement. Je pense qu'on peut le voir. Donc ça, tout ça, c'est à peu près mes supports de travail quotidiens. Donc là-bas, c'est un modèle d'assainissement. Donc on retrouve des notions de bassin de collecte. Donc vous êtes plusieurs habitants dans le même quartier. Il y a une conduite principale qui passe dans ce quartier. Et le but du jeu, c'est de vérifier que la conduite soit suffisamment grande pour accueillir les effluents de tous les gens du quartier. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça dépend. Et là, c'est ni agréable pour vous, ni agréable pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne à l'urgence corriger ces problèmes. Il y a des endroits à Brest où on a, dans la même rue, un réseau d'eau pluviale, un réseau d'eau usée. Quand il y a deux réseaux, on appelle ça des réseaux séparatifs. Quand on est au centre-ville, quand les réseaux ont été construits la plupart du temps après-guerre, il n'y a qu'un seul tuyau qui récupère les eaux de pluie et les eaux usées. Donc ça s'appelle un réseau unitaire. Et le but du jeu, c'est encore une fois de vérifier que le tuyau puisse récupérer les effluents qu'on appelle domestiques, donc produits par tout un chacun, mais également les eaux de pluie collectées par les différents avaloirs, par les toitures, par toutes les productions possibles. L'eau qui tombe, elle est forcément récupérée quelque part, donc il y en a un peu qui va directement à la mer, il y en a qui est récupérée dans des petits fossés, et il y en a qui est récupérée dans ces réseaux. Donc, si vous habitez ces zones-là, vous avez peut-être déjà constaté que parfois il pleut tellement et le réseau est grand, mais pas suffisamment grand, donc ça déborde. Et donc là, pour moi, mon objectif, c'est d'arriver à dire déjà pourquoi ça déborde,
quels sont les leviers pour que ça ne déborde plus. Donc, est-ce que on peut déconnecter des surfaces qu'on appelle actives? Donc, est-ce que la gouttière qui tombe de votre maison, au lieu qu'elle aille au réseau, vous avez peut-être un jardin, donc on la met dans le jardin. Donc, réduire en fait la quantité d'eau, ou alors agrandir le tuyau. Moi, je suis toujours plutôt partante pour garder le tuyau de même taille, mais réduire ce qu'on met dedans, quand c'est possible, plutôt que aller grossir, et pas faire d'efforts en fait chacun, pour préserver notre milieu. Parce que, on va pas se mentir, toute l'eau qui est collectée, malheureusement, il n'y a pas 100% du volume qu'on collecte qui est traité par la station d'épuration avant d'être rejeté au milieu. Quand il y a trop d'eau, on a des ouvrages sur notre réseau qu'on appelle des déversoirs d'orage. Donc l'eau passe, le maximum va dans le réseau vers la station d'épuration et il y a une partie qui est déversée. Et cette partie-là, malheureusement, va directement au milieu naturel et donc engendre des pollutions. Donc on a tout un programme actuellement à Brest Métropole qu'on appelle le projet Mélisa, qui a pour objectif de réduire ces rejets directs au milieu naturel et donc par le biais de déconnexion, par le biais de création d'ouvrages de stockage de monumentaux, arriver à réduire au maximum nos rejets directs au milieu d'assainissement. Donc tout ce travail-là, c'est grâce à des modèles mathématiques comme ça, en partie. Parce que pour faire mon modèle mathématique, j'ai besoin de mes collègues du réseau d'assainissement. Parce que je peux pas être devant mon ordinateur et aller, par exemple, vérifier que le réseau il est à 1 mètre de profondeur, à 2 mètres, ou à 17 cm. Et en fonction de cette profondeur, moi, sur ce modèle-là, la capacité à faire passer l'eau du réseau en fait est pas la même, en fonction de s'il est ventu, pas ventu, etc. Donc tout ça, c'est la partie assainissement. Donc après, les choses ont fait que je suis restée à Haute-Ponant, j'ai été embauchée en CDI, et à partir de là, j'ai fait des études un petit peu plus diversifiées. Donc, de l'assainissement, j'ai commencé à faire aussi des modèles en eau potable. Donc, même principe, on est bien placé, zone des Capucins. On a une zone où on accueille un public à une pensée comme. Comment on fait pour les alimenter à l'eau? On regarde ce qu'il y a autour, hop, c'est cette canalisation qu'on fait. Il y a du public. Est-ce que je peux éteindre un incendie probable sur le bâtiment? C'est beaucoup plus problématique. Il faut énormément d'eau. Plus il y a de public, plus il faut d'eau pour éteindre un incendie. C'est pas forcément logique à tout le monde, mais c'est comme ça. Est-ce que mon réseau est capable d'amener suffisamment d'eau pour que je puisse éteindre un incendie? Oui. Les 2 cases sont cochées, on valide le projet, on a le droit. Au déploiement, on dit on est d'accord pour faire ce projet-là, on sera en mesure d'amener suffisamment d'eau pour protéger les gens, mais également pour assurer la desserte en eau potable. Donc ça, c'est le cas de l'aménagement. Mais de manière générale, il faut vérifier que l'organisation de Brest, on soit capable en fait, de couvrir tous les besoins futurs en eau potable. Aujourd'hui, on utilise le même réseau pour assurer la défense incendie et les besoins domestiques, ce qui fait qu'ils sont relativement gros. Parce que pour éteindre un incendie, alors pour des ordres de grandeur, vous et moi, on consomme à peu près 120 litres par jour et par an. 120 litres pour notre douche, ce que vous avez. Un incendie, il faut 60 mètres cubes, donc 600 fois plus, en 1 heure, 660 mètres cubes en 1 heure, qui arrivent au même point du réseau pour pouvoir être utilisés
utilisés par les pompiers en fait, pour éteindre l'incendie. Ce qui fait que ce tout petit réseau que vous avez besoin chez vous, qui est le plus souvent un diamètre 15, un diamètre 25, en fait, pour éteindre un incendie, il faut un diamètre 100. Donc le but, c'est de trouver le bon équilibre et la bonne dimension de tuyau pour être à la fois en mesure de vous alimenter, d'éteindre un incendie, mais de ne pas être trop gros, parce qu'à un moment donné, quand plus on est gros, bah, moins l'eau va vite dedans, et on peut avoir des problèmes de qualité. Donc si le temps de séjour est trop long, il n'y a plus de chlore, et quand il n'y a plus de chlore, bah, il y a potentiellement un risque de terre. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon travail. De façon un peu plus anecdotique et quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est dans les réseaux, il se passe souvent quatre choses. Des phénomènes transitoires parfois. Quand vous fermez votre robinet, peut-être que parfois vous entendez des gros booms dans votre canalisation. Ça s'appelle un coup de bélier. Si on ferme fortement un robinet, il y a en fait l'eau elle arrive et pof, elle est bloquée, du coup il y a des ondes qui repartent dans le sens. Donc au niveau de votre robinet à diamètre 15, bon, ça fait des petits bruits. Entre notre usine de production qui est située à Pont-Arbel, donc à Coué-d'Herne, et notre réservoir de tête qui est le réservoir de Petit Paris, il faut imaginer une conduite qui fait 900 mm, à peu près ça, de haut, la même largeur, et il y a un débit qui passe d'environ 1800 m3/h. Donc imaginez quand on ferme fort la vanne, ben, le phénomène il est d'autant plus grand. Surtout qu'il y a 22 km de canalisation entre les deux. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à dimensionner des équipements pour que quand on ferme la vanne, ben, ça passe par. Parce que là le geyser il est encore. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir des fuites, même assez faibles en fait. Ça fait directement des geysers à 5% en fonction de la pression qu'il y a dans le tuyau. Donc voilà, le but du jeu c'est d'arriver à ce que tout fonctionne bien, que vous, sur les 20 cm qui séparent votre robinet de votre évacuation, bah, vous soyez suffisamment satisfait. Mais en fait, tout ce qui est avant et tout ce qui est après, eh ben, c'est à nous d'être pertinent pour que tout se passe bien. En fait, pourquoi est-ce que quand vous ouvrez votre robinet, ben, vous êtes satisfait, il y a de la pression? Pourquoi quand vous le fermez, ça s'écoule bien et vous n'avez pas à gérer vos eaux usées tout seul? Ben, c'est grâce à tous ces vents d'eau. Et donc, pareil pour l'eau potable, ben, l'eau, elle pourrait, si tout était ouvert, elle pourrait passer partout. Donc il y a sous le pont de l'Artoir de ce côté-là, il y a une grande conduite, sous le pont de la Provence, il y a d'autres conduites. Il y a des conduites partout. En fait, on ne voit pas. Les réseaux d'eau usée, on arrive à les voir, on voit les regards, les réseaux d'eau potable, on voit les bouches à clé, mais pas tout. Moi, pour éteindre mon incendie qui est ici, si toutes les vannes sont ouvertes, c'est très facile. L'eau arrive très vite de tous les réservoirs, on éteint, on est content. Sauf que ça, c'est pas satisfaisant. Le but, c'est d'arriver à faire des plus petits secteurs de distribution pour que nos collègues qui recherchent les fuites, eh ben, ils n'aient pas à chercher dans tout Brest Métropole, mais uniquement sur la zone en fait, dans laquelle appartient, à laquelle est rattachée cette canalisation. Et pour faire encore une fois tous ces modèles, c'est grâce à nos collègues qui répertorient quelles sont les vannes ouvertes, quelles sont les vannes fermées. C'est grâce à nos collègues qui disent ah ben oui, effectivement, sur cette sectorisation, il y a ça qui s'est passé. C'est grâce à tous ces gens-là en fait, qu'on arrive à avoir des outils pertinents. Faire des outils, c'est facile. Faire des outils pertinents, c'est toujours plus facile. C'est un moment.
on a des collègues au bureau d'études qui n'ont jamais fait d'études. Ils ne sont pas ingénieurs, ils se sont arrêtés au bac ou avant, et à un moment donné, ils ont eu une opportunité de venir, ça leur a plu, ils avaient un intérêt, et ils ont resté. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros cerveaux, des études jusqu'ici pour intégrer une éthique. Il y a quand même des qualités qui sont attendues dans les pour travailler. Il faut avoir, ce que vous disiez, une conscience environnementale, à minima. Aimer travailler en équipe, parce que manifestement, quel que soit le poste, On travaille ensemble. Être très consciencieux, rigoureux. On a beaucoup de métiers, par exemple, là vous avez vu sur la vidéo notre collègue Anne. Elle, par exemple, est en charge de piloter entre guillemets toutes les interventions qui sont faites par le département centré sur l'eau potable. C'est-à-dire que s'il y a une casse, un renouvellement, elle pilote ça, il n'y a pas que elle, mais elle pilote l'intervention, elle dispatche l'équipe, etc. Elle constitue notamment, par exemple, tous les dossiers qui vont être nécessaires aux équipes pour travailler, pour savoir où ne pas taper dans la conduite de gaz, voilà, où avoir les autorisations, les arrêtés, etc. Et donc, il faut que tous ces documents-là, toutes ces données-là soient fiables et aient été remplis consciencieusement par les collègues qui ont travaillé précédemment sur les mêmes sujets. Voilà, ça demande beaucoup de conscience, beaucoup de rigueur, et puis voilà, en tout cas, pour ce métier. Et là, aujourd'hui, vous cherchez des auteurs. Oui, oui, on a des besoins, effectivement. On a des besoins sur les postes d'opérateurs, dont on a parlé tout à l'heure. On a également des besoins au niveau du bureau d'études. Voilà. Il peut y avoir des postes de maîtreurs, il peut y avoir des postes d'ingénieurs, des postes de techniciens. On va très certainement, dans les mois à venir, également recruter ce qu'on appelle les conseillers terrain, conseillers conformité. On les a vus tout à l'heure, ceux qui vont faire de la relève de compteurs, ceux qui vont faire de... Donc on a un certain nombre de postes qui s'ouvrent, alors les uns après les autres, parce qu'on ne peut pas recruter tout en même temps, ça demande aussi un petit peu de temps. Mais on a régulièrement des annonces qui sont, vous trouvez sur le site d'Audeconan, vous trouvez aussi sur le site de la métropole, que vous allez trouver dans différents endroits, puisqu'on travaille aussi avec des agences d'intérim, bien évidemment, puisque sur certains métiers, on ne trouve pas forcément de candidats. Comment ? Les opérateurs de travaux, par exemple, travaux publics, c'est très très compliqué. Des chauffeurs poids lourds pour les hydrotureuses, c'est pas forcément facile non plus à trouver. Ce sont des métiers où en fait on conduit, mais on a ce que disait Aurore tout à l'heure sur l'assainissement, ça ne sent pas très bon. C'est vrai que c'est travailler parfois dans des conditions qui sont pas toujours. Oui, c'est pas parfumé à la rose. Mais par contre, les personnes qui sont chauffeurs pour les hydrotureuses, ils ont un métier extrêmement technique, puisque, alors moi je ne suis pas ingénieure, donc tout ce qui est mécanique des fluides et tout ça, ou tout ce qui est pression, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais ce sont des métiers où on a besoin de gens hyper sérieux qui vont travailler en parfaite sécurité. Il y a beaucoup de métiers sur lesquels, en fait, ou peut-être parce qu'ils sont méconnus, peut-être parce qu'on se dit c'est pas très top, et pourtant, ce sont des métiers qui sont extrêmement importants au quotidien pour la efficacité. Et c'est pas forcément simple de recruter. C'est pas évident. Les opérateurs de travaux, c'est très très compliqué. Mais il faut travailler dehors parce que c'est 24. C'est pas les mêmes personnes qui travaillent 24/24, 7 jours sur 7. Mais parce qu'il faut avoir une disponibilité. Le jour où il y a une casse, effectivement, on parlait tout à l'heure de mission de service public. En tant qu'usager, je ne suis pas sûre que si on vous dit bon, il y a une casse dans votre rue, vous allez rester 3-4 jours parce qu'il y a un jour férié, vous ne travaillez
pas, et puis le week-end derrière, donc on est mercredi, mais vous n'aurez de l'eau que la région le mardi prochain, si on a le temps. Donc il y a un certain nombre de métiers sur lesquels effectivement on va recruter parce que notre territoire s'est agrandi, parce qu'on a des prestations aussi nouvelles, puisque depuis le 1er janvier, il y a eu une reprise en régie d'usines de production d'eau potable et puis d'usines d'assainissement, de traitement, je ne sais plus comment on les appelle, pour l'assainissement. Et ce sont des nouveaux métiers sur lesquels on peut avoir des besoins, pas forcément toujours pour des CDI, mais parfois aussi pour des renforts. Ça peut être une occasion de venir aussi découvrir un métier. Et on va développer, puisque c'est vrai que les métiers ne sont pas forcément toujours très connus, on va développer aussi l'alternance. Et dans quelques semaines, on va participer à un job dating. On va participer à un job dating ici au Capucin le 25 avril, où les professionnels des différents domaines d'activité de Haut-du-Conan seront présents pour pouvoir répondre aux questions de personnes qui pourraient être candidats sur des postes qui existent dans notre structure.